J'avais prévu de débuter mon discours en saluant les ministres, mais vous n'avez pas de ministre pour l'instant. Donc je passerai directement au salut à monsieur le président des intercommunalités de France, cher Sébastien Martin. Alain Rousset ne va pas tarder à nous rejoindre. Je voudrais évidemment saluer Alain Anziani, président de Bordeaux Métropole, qui vient d'intervenir. Saluer les parlementaires qui sont présents et vous saluer toutes et tous, déjà nombreux ici, en vous souhaitant évidemment la bienvenue dans ce département de la Gironde qui, vous vous en doutez, en bon girondin, est farouchement décentralisateur. Sur la décentralisation et sur les intercommunalités en tout particulier, je voudrais dire qu'il me semble que la coopération intercommunale, qui date quand même de quelques années désormais, s'est renforcée et fluidifiée pour arriver, me semble-t-il, à ce que j'appellerais une forme de maturité. Un esprit commun, progressivement, s'est développé et nous sommes peu à peu passés d'un esprit de clocher à une approche plus commune des territoires. C'est parfois variable dans les curseurs, mais globalement, il me semble que les intercommunalités ont appris à faire en sorte que les communes travaillent ensemble et qu'elles considèrent l'intérêt d'un territoire et les projets associés plutôt que la bataille individuelle commune par commune. Donc vous êtes de plus en plus affirmés comme étant des instances de mise en commun. Néanmoins, penser au-delà de la commune n'est pas un acquis toujours, d'autant plus que des inégalités existent entre communautés de communes. Elles frappent notamment souvent les plus rurales, qui souffrent elles-mêmes d'un manque chronique de moyens qui rend difficile le développement économique du territoire, faute parfois d'un investissement suffisant, mais qui rend aussi parfois difficile la poursuite et le maintien, la consolidation des services publics dont elles ont la compétence, et on peut parler notamment des charges de fonctionnement qui garantissent justement la pleine réalisation de ces services. Et elles sont en réalité ce qui pèse le plus lourdement dans les choix qui sont opérés par les intercommunalités et qui sont parfois des choix plutôt dictés par la logique financière et budgétaire que par la logique purement territoriale. Et pour citer quelques exemples, nous en connaissons ici aussi, lorsqu'on abandonne une école de musique parce que les postes d'enseignants grèvent le budget, lorsqu'on renonce à la création de centres intercommunaux d'action sociale parce qu'il n'y a pas les fonds nécessaires à la création de postes de travailleurs sociaux, ce sont des choix par défaut, des choix subis qui sont réalisés et qui vont à l'encontre de la nécessité de maintenir et de développer les services publics associés. Alors la question des moyens, qui est souvent battue en brèche par l'État, est donc cruciale. Et je voudrais en prendre pour exemple les transferts de compétences. Ils peuvent être évidemment une chance pour nos territoires, si et seulement si ils sont accompagnés d'un transfert de fiscalité correspondant. Et sans cela, les nouvelles compétences ne sont que des nouvelles sources d'inégalités et de difficultés pour les intercos, en essayant de préserver malgré tout l'attractivité territoriale et assurer ces services publics en ruralité. Je parlais là de la ruralité, mais les intercos urbaines ne sont pas non plus épargnées, notamment avec de fortes inégalités sociodémographiques qui peuvent exister à l'intérieur même de leur espace. Et puis la question, bien évidemment, du lien avec ce qu'on appelle habituellement les territoires périphériques et qui nécessitent aussi qu'il y ait une mode de relation équilibrée entre des intercommunalités urbaines et le reste des espaces. Alors, dans les départements, nous connaissons les mêmes réalités locales et les mêmes difficultés financières. C'est pourquoi il me semble qu'il faut que nous restions absolument soudés pour défendre nos territoires en apportant des réponses adaptées et de nouvelles perspectives d'aménagement territorial. En effet, au même titre que les régions et les départements, les intercommunalités sont désormais un maillon opérationnel essentiel de la décentralisation. Elles y ont une place intermédiaire entre les communes, cellules souches de la République et première porte que poussent souvent nos concitoyens au plus près de chez eux, et les départements et les régions dont les échelles permettent des actions de plus grande envergure, mais qui restent pour autant ancrées dans les territoires. Or, cette décentralisation réelle nécessite des besoins d'investissement massifs, en lien notamment, et Alain Anziani l'a évoqué tout à l'heure, avec la transition écologique et la résilience, les questions d'eau potable, qui aujourd'hui d'ailleurs sont une préoccupation dans notre département, la rénovation énergétique qui va devenir plus que jamais un sujet d'actualité dans la période que nous connaissons, la production d'énergie renouvelable, le sujet des mobilités qui est très prégnant ici mais qui doit l'être probablement ailleurs, nous occupe particulièrement.
Donc l'État doit entendre qu'il faut aller plus loin que le fonds vert pour les collectivités, doté d'1,5 milliard d'euros. Vous notez à l'échelle nationale ce que ça peut représenter individuellement par collectivité. Il ne permettra de financer que la portion congrue des transformations d'ampleur que nous avons à opérer. Et là encore, nous risquons de creuser les inégalités entre interco rurales et urbaines, interco riches et moins riches, et en accroissant les difficultés financières. L'enjeu de l'eau, pour lequel la sécheresse estivale a prouvé qu'il doit se traiter collectivement, et particulièrement à un niveau de bassin versant, c'est-à-dire à un niveau forcément intercommunal, voire même au-delà. Et sur ce point, les départements doivent aussi être acteurs aux côtés des intercos pour pallier les éventuels déséquilibres et offrir un service d'ingénierie. Un sujet qui nous préoccupe toutes et tous collectivement, c'est celui du ZAN, le zéro artificialisation nette, qui doit se faire dans le respect des spécificités humaines et territoriales, et donc avec les collectivités et les EPCI, sans leur imposer des injonctions contradictoires descendantes. On ne peut pas, d'un côté, inciter à relocaliser des entreprises et en même temps interdire complètement d'étendre des surfaces de développement économique. Il va falloir trouver, dans une logique de respect environnemental, les bons équilibres sur l'application du ZAN. Et puis l'enjeu des mobilités que j'évoquais tout à l'heure, qui est crucial, et notamment le fait d'assurer les mobilités extra-métropolitaines pour éviter toute rupture d'égalité républicaine. Et c'est la raison pour laquelle nous œuvrons ici avec Bordeaux Métropole à un RER girondin, métropolitain au départ, girondin ensuite, qui permettent de désenclaver les territoires et d'assurer une continuité des services publics. N'oublions jamais que la Gironde est un des départements qui a eu la manifestation la plus violente des Gilets jaunes à une certaine époque, qui témoignait justement ce sentiment de fracture territoriale. Et puis, n'oublions pas évidemment le sujet de la suppression de la CVAE qui vous préoccupe, qui nous préoccupe, et surtout qui menace l'autonomie fiscale des collectivités et donc leur capacité à assumer leurs compétences obligatoires, mais aussi à mener des politiques volontaristes qui sont aussi nécessaires dans les intercos. Il faut donc reconsidérer les marges de manœuvre fiscales des collectivités afin que nous disposions d'une réelle autonomie budgétaire qui permet une libre administration en proximité au service des populations. Parce que notre objectif, c'est bien de protéger et servir au mieux les habitants de nos territoires. Il nous faut donc cette autonomie fiscale fondée sur la nature des dépenses et non pas simplement sur le regard porté sur les recettes, permettant ainsi de conjuguer à la fois l'impératif d'égalité républicaine et de différenciation territoriale. Pour être clair, mais je ne peux pas m'adresser aux ministres puisqu'ils ne sont pas là, je voulais leur dire que ça n'est pas ce que présage aujourd'hui le PLF 2023. Alors on nous avait promis que les contrats de Cahors de la précédente mandature ne reviendraient pas, eh bien chasser le naturel et revient au galop. Le pacte de confiance que nous attendons entre l'État et les collectivités a encore l'arrière-goût de la défiance. Alors on nous dira que la CVAE est compensée par une part de TVA, mais comme toujours, le diable est dans les détails et il sera dans les détails de la période de référence et des critères de compensation. Nous avons besoin d'avoir des précisions pour comprendre véritablement à quelle sauce nous serons mangés. On nous dira que les pactes de Cahors, qui n'avaient de pacte que le nom, sont abandonnés à condition de diminuer nos dépenses de fonctionnement de 0,5% par rapport à l'inflation prévisionnelle. Nous n'avons pas aujourd'hui, pour ce qui nous concerne ici, dans les départements, la confirmation que les allocations individuelles de solidarité seront exclues du calcul. J'attendais peut-être une confirmation ce matin. Donc l'aide personnalisée à l'autonomie, le revenu de solidarité active, la prestation de compensation du handicap sont des dépenses sur lesquelles nous n'avons pas de prise. Donc bien évidemment, c'est un accès aux droits auquel nous devons répondre. On nous opposera aussi la nécessaire maîtrise des dépenses publiques. Il s'agit plutôt ici de maîtriser les dépenses de l'État seulement, dont le déficit est estimé pour l'année prochaine à hauteur de 125 milliards d'euros, 5% du PIB 2021, alors que dans nos collectivités et nos EPCI, nous avons l'obligation de présenter des budgets à l'équilibre, et c'est le vice-président finance d'un EPCI rural qui vous le dit. Le dévoilement du projet de loi des finances 2023 ne fait donc que transformer la déclaration d'intention de confiance en réalité de défiance. C'est pourquoi, face au coup de boutoir asséné à notre autonomie fiscale, financière et budgétaire, les départements et les intercommunalités doivent agir en complémentarité sur leurs sujets communs. Par exemple, les centres intercommunaux d'action sociale, les conventions territoriales d'exercice concerté des compétences, la foncière commerciale que nous proposons ici dans ce département aux intercommunalités,
les plans intercommunaux de sauvegarde qui vont devoir être mis en œuvre et qui devront s'articuler dans le cadre de la sécurité civile avec notamment les départements. En Gironde, nous organisons aussi une conférence départementale des intercommunalités qui est pilotée par la collectivité départementale. C'est un outil de partage des compétences afin de mener au mieux des actions communes. Et puis aussi, ce sont souvent des moyens en ingénierie qui manquent dans un certain nombre de communautés, en particulier rurales, et qui créent des inégalités supplémentaires, d'où l'intérêt d'avoir une agence départementale, Gironde Ressources ici, qui permet d'apporter ce soutien en ingénierie aux intercos. Et pour les intercos urbaines, pour elles, c'est bien le développement cohérent et égal de leur territoire qui est un défi majeur, parce qu'une métropole, c'est aussi, ou des grandes villes, ce sont aussi des disparités, des hétérogénéités au niveau des populations, et donc il faut essayer de trouver la manière d'harmoniser la politique publique sur le territoire métropolitain ou urbain. Et on sait qu'un des biais de la métropolisation, qui avait été envisagé à un certain temps, est la négligence des territoires périphériques. Je ne crois pas pour ma part au ruissellement. En revanche, je crois à la coopération. Et je crois impérativement que la coopération entre les intercos et les départements font partie des solutions qu'il faut absolument apporter. Ce ne sont là que quelques exemples, mais ils suffisent à démontrer nos possibilités de faire en commun, parce que des sujets fondamentaux pour nos citoyens nous y obligent. J'évoquais l'accès à l'eau potable, je pourrais parler de l'alimentation aussi, qui va devenir également un défi conséquent. Donc à l'aune de ces défis écologiques, socio-économiques qui nous concernent toutes et tous, l'action intercommunale a toute sa pertinence en coopération avec d'autres collectivités. Les interactions qui en résultent doivent être l'occasion d'œuvrer ensemble, communes, intercommunalités, départements, régions, pour nos territoires. Aucune concurrence ne saurait être bénéfique pour que l'égalité et la prospérité de nos territoires soient garanties, nos territoires qui doivent être considérés en commun. Et donc si on doit imaginer des contractualisations entre les territoires, c'est sans doute cette voie-là qu'il faut développer afin d'avoir une vision partagée sur l'action publique telle que nous la pratiquons dans nos collectivités, nos EPCI. Pour terminer, nous ne pouvons souffrir d'être qualifiés à tort de mauvais gestionnaires, alors même que nous sommes actuellement les derniers filets de protection face à l'inflation et à la crise énergétique qui frappe au cœur les plus vulnérables et qui mine la cohésion sociale dont nous sommes toutes et tous garants ici. Nous, collectivités territoriales, EPCI, formons la maille fine de la République décentralisée et les intercos y ont toute leur place en partenariat étroit avec toutes les autres collectivités. Je souhaite donc que cette convention soit pour toutes et tous l'occasion d'échanger, de réfléchir et d'élaborer des solutions solidaires pour nos territoires en commun. Et je terminerai par une citation d'une auteure et résistante qui s'appelait Alice Parisot et qui a dit que la fierté est la condition sine qua non de la survie d'une collectivité. Eh bien, ensemble, œuvrons donc à cultiver cette fierté au travers des projets solidaires que nous porterons ensemble pour toutes et tous, partout. Je vous remercie.